Les éditions Sixtrid présentent Eugénie Grandet d'Honoré de Balzac, interprété par Claude Berman. Il se trouve, dans certaines villes de province, des maisons dont la vue inspire une mélancolie égale à celle que provoquent les cloîtres les plus sombres, les landes les plus ternes ou les ruines les plus tristes. Peut-être y a-t-il à la fois dans ces maisons et le silence du cloître et l'aridité des landes et les ossements des ruines. La vie et le mouvement y sont aussi tranquilles qu'un étranger les croirait inhabitées s'il ne rencontrait tout à coup le regard pâle et froid d'une personne immobile dont la figure à demi monastique dépasse l'appui de la croisée au bruit d'un pas inconnu. Ces principes de mélancolie existent dans la physionomie d'un logis situé à Saumur, au bout de la rue montueuse qui mène au château, par le haut de la ville. Cette rue, maintenant peu fréquentée, chaude en été, froide en hiver, obscure en quelques endroits, est remarquable par la sonorité de son petit pavé caillouteux, toujours propre et sec, par l'étroitesse de sa voie tortueuse, par la paix de ces maisons qui appartiennent à la vieille ville et que dominent les remparts. Des habitations 3 fois séculaires y sont encore solides, quoique construites en bois, et leurs divers aspects contribuent à l'originalité qui recommande cette partie de Saumur à l'attention des antiquaires et des artistes. Il est difficile de passer devant ces maisons sans admirer les énormes madriers dont les bouts sont taillés en figures bizarres et qui couronnent d'un bas-relief noir le rez-de-chaussée de la plupart d'entre elles. Ici, des pièces de bois transversales sont couvertes en ardoise et dessinent des lignes bleues sur les frêles murailles d'un logis terminé par un toit en colombage que les ans ont fait plier, dont les bardeaux pourris ont été tordus par l'action alternative de la pluie et du soleil. Là se présentent des appuis de fenêtres usées, noircies, dont les délicates sculptures se voient à peine, et qui semblent trop légers pour le pot d'argile brune d'où s'élancent les œillets ou les rosiers d'une pauvre ouvrière. Plus loin, c'est des portes garnies de clous énormes où le génie de nos ancêtres a tracé des hiéroglyphes domestiques dont le sens ne se retrouvera jamais. Tantôt un protestant y a signé sa foi, tantôt un ligueur y a maudit Henri IV. Quelques bourgeois y a tracé les insignes de sa noblesse de cloche, la gloire de son échevinage oublié. L'histoire de France est là tout entière. À côté de la tremblante maison à pans ourdés, où l'artisan a déifié son rabot, s'élève l'autel d'un gentilhomme où sur le plein cintre de la porte en pierre se voient encore quelques vestiges de ses armes, brisées par les diverses révolutions qui depuis 1789 ont agité le pays. Dans cette rue, les rez-de-chaussée commerçants ne sont ni des boutiques, ni des magasins. Les amis du Moyen-Âge y retrouveraient l'ouvrouère de nos pères en toute sa naïve simplicité. Ces salles basses, qui n'ont ni devanture, ni montre, ni vitrage, sont profondes, obscures, et sans ornement extérieur ou intérieur. Leur porte est ouverte en 2 parties pleines, grossièrement ferrées, dont la supérieure se replie intérieurement et dont l'inférieure, armée d'une sonnette à ressort, va et vient constamment. L'air et le jour arrivent à cette espèce d'antre humide, ou par le haut de la porte, ou par l'espace qui se trouve entre la voûte, le plancher et le petit mur à hauteur d'appui dans lequel s'encastrent de solides volets, ôtés le matin, remis et maintenus le soir avec des bandes de fer boulonnées. Ce mur sert à étaler les marchandises du négociant. Là, nul charlatanisme. Suivant la nature du commerce, les échantillons consistent en 2 ou 3 baquets pleins de sel et de morue, en quelques paquets de toile à voile, des cordages, du laiton pendu aux solives du plancher, des cercles le long des murs, ou quelques pièces de drap sur des rayons. Entrée, une fille propre, pimpante de jeunesse, au blanc fichu, au bras rouge, quitte son tricot, appelle son père ou sa mère qui vient et vous vend à vos souhaits, flegmatiquement, complaisamment, arrogamment selon son caractère,
soit pour 2 sous, soit pour 20 000 francs de marchandises. Vous verrez un marchand de Meyrin assis à sa porte et qui tourne ses pouces en causant avec un voisin. Il ne possède en apparence que de mauvaises planches à bouteilles et 2 ou 3 paquets de lattes. Mais sur le port, son chantier plein fournit tous les tonneliers de l'Anjou. Il sait, à une planche près, combien il peut de tonneaux si la récolte est bonne. Un coup de soleil l'enrichit, un temps de pluie le ruine. En une seule matinée, les poissons valent 11 francs ou tombent à 6 livres. Dans ce pays, comme en Touraine, les vicissitudes de l'atmosphère dominent la vie commerciale. Vignerons, propriétaires, marchands de bois, tonneliers, aubergistes, mariniers sont tous à l'affût d'un rayon de soleil. Ils tremblent en se couchant le soir d'apprendre le lendemain matin qu'il a gelé pendant la nuit. Ils redoutent la pluie, le vent, la sécheresse, et veulent de l'eau, du chaud, des nuages à leur fantaisie. Il y a un duel constant entre le ciel et les intérêts terrestres. Le baromètre attriste, déride et guette tour à tour les physionomies. D'un bout à l'autre de cette rue, l'ancienne grande rue de Saumur, ces mots « voilà un temps d'or » se chiffrent de porte en porte. Aussi chacun répond-il au voisin « il pleut des louis » en sachant ce qu'un rayon de soleil, ce qu'une pluie opportune lui en apporte. Le samedi, vers midi, dans la belle saison, vous n'obtiendriez pas un sou de marchandises chez ces braves industriels. Chacun a sa vigne, sa closerie, et va passer 2 jours à la campagne. Là, tout étant prévu, l'achat, la vente, le profit, les commerçants se trouvent à avoir 10 heures sur 12 à employer en joyeuses parties, en observation, commentaires, espionnage continuel. Une ménagère n'achète pas une perdrix sans que les voisins demandent au mari si elle était cuite à point. Une jeune fille ne met pas la tête à la fenêtre sans y être vue par tous les groupes inoccupés. Là donc, les consciences sont à jour. De même que ces maisons impénétrables, noires et silencieuses n'ont point de mystère. La vie est presque toujours en plein air. Chaque ménage s'assied à sa porte, y déjeune, y dîne, s'y dispute. Il ne passe personne dans la rue qui ne soit étudié. Aussi, jadis, quand un étranger arrivait dans une ville de province, était-il gaussé de porte en porte. De là, les bons contes, de là, le surnom de copieux donné aux habitants d'Angers, qui excellaient à ces railleries urbaines. Les anciens hôtels de la vieille ville sont situés en haut de cette rue jadis habitée par les gentilshommes du pays. La maison pleine de mélancolie, où se sont accomplis les événements de cette histoire, était précisément un de ces logis, restes vénérables d'un siècle où les choses et les hommes avaient ce caractère de simplicité que les mœurs françaises perdent de jour en jour. Après avoir suivi les détours de ce chemin pittoresque, dont les moindres accidents réveillent des souvenirs, et dont l'effet général tend à plonger dans une sorte de rêverie machinale, vous apercevez un renfoncement assez sombre, au centre duquel est cachée la porte de la maison à Monsieur Grandet. Il est impossible de comprendre la valeur de cette expression provinciale sans donner la biographie de Monsieur Grandet. Monsieur Grandet jouissait à Saumur d'une réputation dont les causes et les effets ne seront pas entièrement compris par les personnes qui n'ont point peu ou prou vécu en province. Monsieur Grandet, encore nommé par certaines gens le père Grandet, mais le nombre de ces vieillards diminuait sensiblement, était en 1789 un maître tonnelier, fort à son aise, sachant lire, écrire et compter. Dès que la République française mit en vente, dans l'arrondissement de Saumur, les biens du clergé, le tonnelier, alors âgé de 40 ans, venait d'épouser la fille d'un riche marchand de planches. Grandet alla, muni de sa fortune liquide et de la dot, muni de 2000 louis d'or, au district où, moyennant 200 doubles louis offerts par son beau-père au farouche républicain qui surveillait la vente des domaines nationaux, il eut, pour un morceau de pain, légalement, sinon légitimement, les plus beaux vignobles de l'arrondissement, une vieille abbaye et quelques métairies. Les habitants de Saumur étant peu révolutionnaires, le père Grandet passa pour un homme hardi, un républicain, un patriote, pour un esprit qui donnait dans les nouvelles idées, tandis que le tonnelier donnait tout bonnement dans les vignes. Il fut nommé membre de l'administration du district de Saumur, et son influence pacifique s'y fit sentir politiquement et commercialement.
Politiquement, il protégea les ci-devant et empêcha de tout son pouvoir la vente des biens des émigrés. Commercialement, il fournit aux armées républicaines 1 ou 2 milliers de pièces de vin blanc et se fit payer en superbes prairies dépendant d'une communauté de femmes que l'on avait réservée pour un dernier lot. Sous le consulat, le bonhomme Grandet devint maire, administra sagement, vendangea mieux encore. Sous l'Empire, il fut Monsieur Grandet. Napoléon n'aimait pas les républicains. Il remplaça Monsieur Grandet, qui passait pour avoir porté le bonnet rouge, par un grand propriétaire, un homme à particules, un futur baron de l'Empire. Monsieur Grandet quitta les honneurs municipaux sans aucun regret.